Bienvenue dans ce 19-20. Voici les titres de l'actualité en Auvergne. Des riverains qui s'impatientent. Ils ont distribué des tracts aujourd'hui pour réclamer le contournement nord-ouest de l'agglomération de Vichy, un projet dont on parle depuis 20 ans. Des militaires du 92e ERI en patrouille dans le quartier de la Défense à Paris. C'était dans le cadre de l'opération Sentinelle. Quelles seront les prochaines missions du régiment clermontois? Nous en parlerons avec notre invité, le colonel Rémi Pellaboeuf. Le salon de la sécurité informatique aujourd'hui à Clermont-Ferrand, ou comment protéger ses données quand on est entrepreneur, avec des conseils d'experts en cybersécurité. Et puis bien sûr, à la fin de ce journal, nous irons faire un tour au sommet de l'élevage qui a reçu la visite aujourd'hui du ministre de l'Agriculture. Bonsoir à tous. Depuis 2016, Vichy dispose d'un contournement sud-ouest pour absorber une partie de la circulation et soulager les zones traversées notamment par les camions. Mais certains riverains s'impatientent, il manque la partie nord et le projet, selon eux, tarde à se concrétiser. Explication Pascal Félix, Stéphanie Vinou. La route devant sa maison est coupée pour travaux pendant 2 jours. Plus un seul véhicule. Un tel calme, Didier Simonin n'en avait pas profité depuis une quinzaine d'années. Sans ça, c'est 22 000 véhicules par jour et 9 000 camions environ par jour. Donc on ne vit pas, on survit par le bruit, par les nuisances, les vibrations. Un contournement est promis depuis 20 ans. Les riverains de cette route qui traverse l'agglomération de Vichy sur un axe nord-sud s'impatientent de plus en plus et ont distribué des tracts cet après-midi. Vous connaissez l'État, il se hâte lentement souvent. Donc nous, l'horizon 2000, l'Adréal nous propose des dates qui ne nous conviennent pas du tout. Nous disent 2022, voire 2023, pour nous, c'est trop tard. Le contournement nord-ouest de Vichy devrait être inscrit au plan État-région de 2020-2026. Les études sont bientôt terminées, mais rien n'est encore garanti. On sait bien pourquoi ça traîne, c'est financier quoi. Après l'État fait des choix, c'est pas au niveau que Vichy, c'est au niveau de la France quoi. Il y a des dossiers, vous savez, pour avoir un dossier de contournement, c'est minimum 15 ans. Après l'ouverture de l'autoroute A719 puis du contournement sud, cette déviation est la dernière qui manque pour que l'agglomération de Vichy soit complètement désengorgée. Ce procès devant le tribunal correctionnel de QC. En 2012, le petit Audric, un enfant de 4 ans, est décédé après une opération des amygdales. La clinique La Pergola à Vichy porte-t-elle une responsabilité? Elle était jugée aujourd'hui pour homicide involontaire. Sur place, Alexandre Rosga, Arthur John. L'absence de brassard de tension au service ORL de la clinique La Pergola est au cœur de ces débats. À la barre, le directeur actuel, représentant de la personne morale, ne conteste pas l'existence d'un manquement. Mais, ajoute-t-il, c'est insuffisant pour considérer qu'il y a eu faute. En effet, il n'y a pas eu de prise de tension de l'enfant avant sa sortie. C'est au tour des parents d'Audric de s'exprimer. Digne, émue, sa maman veut d'abord évoquer son souvenir. Un enfant gentil, dit-elle, adorable. C'est une partie de notre corps qui nous a été amputée. On ne voulait pas de cette opération, mais on nous a dit qu'il fallait l'opérer. J'ai fait confiance en tant que maman. Je ne dis pas qu'il aurait survécu, conclut-elle à la barre, mais sa sortie le condamnait. Le professeur Gillin, spécialiste ORL, témoigne. Une prise de tension, s'il était inférieur au chiffre de référence, cela aurait alerté et probablement maintenu Audric en observation. Pour autant, ajoute-t-il, on ne peut pas être sûr que l'hémorragie aurait été contrôlée. L'avocat des parents, maître Portejoie, s'énerve. Ce n'est pas ce que vous avez écrit. Sur le papier, l'expert était plus catégorique. L'avocat de la défense enfonce le clou en interrogeant le deuxième expert appelé à la barre, le professeur Dubreuil. Est-ce que si la prise de tension avait été faite, si l'enfant avait été retenu en observation, est-ce que l'hémorragie aurait été évitée? Il n'y avait aucun signe d'appel, déclare le professeur Dubreuil. L'absence de prise de tension ne peut pas déterminer ce qui va se passer. Cette fois-ci, l'avocat des parties civiles s'indigne. Je suis sidéré et il ramène le professeur à ses écrits en contradiction avec ses propos. Je trouve ça suspect, c'est grave ce que je dis, mais je le pense, conclut maître Portejoie avant d'entamer sa plaidoirie.
Et sachez que le procureur a requis la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 8 novembre. Après l'incendie qui a détruit le week-end dernier un immeuble d'une dizaine d'appartements à Avermes, près de Moulins, une chaîne de solidarité s'est constituée. Certains locataires ont tout perdu. Les habitants proposent des meubles et des produits de première nécessité. Le relogement des sinistrés s'organise. Julien Théier, Alfonso Martinez. Mon ancienne terrasse, voilà, où il y avait mon abri de jardin, mes plantes, mon petit potager qui était ici. Dans les ruines de son F2, Jean-François tente de retrouver quelques objets et souvenirs. En une nuit, cet intérimaire a presque tout perdu. Mais depuis l'incendie, il est touché par la solidarité des habitants d'Avermes. Ça fait chaud au cœur, il y a énormément de gens qui nous soutiennent via réseaux sociaux, que ce soit des gens même d'ici, même des gens qu'on ne connaît pas. Autant c'est incroyable cette histoire-là, autant c'est incroyable de se rendre compte qu'il y a encore vraiment des gens qui sont humains, qui sont généreux, pas financièrement, mais qui sont généreux au niveau du cœur. Jean-François et Claire devront revenir une dernière fois entre ces murs noircis. Ils ont rendez-vous avec les experts des assurances pour évaluer les dégâts. Est-ce que vous avez du mobilier ou de l'électroménager ? Face à l'afflux de propositions, un numéro de téléphone spécial don a été mis en place par la mairie. Dans cette petite commune de 4000 habitants, voire 10 familles à la rue, a touché tout le monde. Depuis lundi, on recense donc les donateurs. Et puis par la suite, dès que les familles seront relogées, on va recenser leurs besoins et on fera une distribution. La priorité pour les familles sinistrées, c'est de trouver un nouveau toit. Des propositions de relogement ont été faites ces derniers jours par le bailleur social de l'immeuble dans l'agglomération de Moulins. Dès lundi, l'ensemble des bailleurs sociaux de l'agglomération s'est penché sur le sujet et dès lundi après-midi, il y avait des propositions qui ont été faites à ces familles-là pour effectivement les reloger. Il faut attendre souvent encore 24 heures ou 48 heures avant de pouvoir rentrer dans ces logements, mais c'est fait. Quant aux origines de l'incendie, elles restent pour l'instant inconnues. Claire et Jean-François attendent avec impatience que l'enquête avance pour pouvoir au plus vite tourner la page. En bref, 4 hommes âgés de 17 à 20 ans ont été mis en examen pour meurtre après l'homicide de la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Ils faisaient partie des 6 personnes placées en garde à vue la veille. Un jeune homme de 21 ans avait été mortellement poignardé le 22 septembre. Plus d'informations sur notre site internet. Ils viennent tout juste de rentrer. Durant 2 mois, 300 hommes du 92e RI de Clermont-Ferrand ont assuré une mission sentinelle en région parisienne. Une opération mise en place après les attentats de janvier 2015. L'armée a dû s'adapter à cette nouvelle mission. Laurent Pastural et Alfonso Martinez ont suivi des soldats dans le quartier de la Défense. La Défense, c'est 250 000 personnes par jour. Le plus grand quartier d'affaires européen, l'interconnexion de plusieurs lignes de transport en commun, mais aussi 2 énormes centres commerciaux et pas mal de touristes. Pendant 2 mois, la Défense a été un des théâtres d'opération du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. 24 heures sur 24, les hommes de la 5e compagnie ont patrouillé au pied des tours, FAMAS en bandoulière. Il y a un relais permanent, on ne peut pas maintenir une attention constante et parfaite pendant plusieurs heures d'affilée. Donc on essaie de tourner toutes les 2-3 heures, on essaie de tourner. Parce qu'après je considère que mes patrouilles sont plus efficaces. On connaît très bien la zone, donc l'essentiel c'est de ne pas tomber dans la routine et de rester concentré jusqu'au bout. Lancée après les attentats de janvier 2015, l'opération Sentinelle fait désormais quasiment partie du paysage. À part quelques bons jours de temps en temps, effectivement, les différentes interactions restent très sommaires. Ils passent sans vraiment nous calculer, nous voir, ils sont un peu dans leur travail encore, même en sortant. Je pense que c'est une bonne chose, surtout que ce sont des volontaires, d'après ce que j'ai compris. Et donc c'est assez justifié. Je ne les vois pas beaucoup, mais c'est sûr que leur présence est appréciée et qu'ils sont là pour faire dissuasion. Je ne sais pas comment les Parisiens le ressentent. Bon, nous on y fait vraiment pas attention. Cette opération dans l'ouest parisien, c'est la 56e mission sentinelle du 92e RI depuis 2015. Un investissement considérable en hommes et en temps pour toute l'armée française. Du coup, l'entraînement opérationnel se poursuit pendant les phases de repos. Grâce à la simulation, donc là, nous allons nous entraîner sur les cartes de notre futur terrain d'entraînement. Donc pour nous, c'est vraiment propice
cette simulation à l'entraînement. Vous ne pouvez pas arrêter l'entraînement pendant Sentinelle. Voilà, donc nécessairement un soldat doit en permanence se préparer aux échéances futures, que ce soit au niveau physique, tactique ou technique. Reculez! Reculez, monsieur! L'opération Sentinelle a également modifié les pratiques des militaires français. Dans le cadre de la légitime défense, la riposte doit être proportionnée à l'attaque. Pas question de tirer au FAMAS sur un agresseur non armé. Vous rentrez sur une attaque, vas-y repousse, bam, c'est bon. Dans la réalité, je suis là, je ramasse, je compte mes os. Ça a évolué autrefois, nous parlions de combat corps à corps. Il n'y avait pas cette notion de riposte graduée. À la Défense, ce sont des chasseurs alpins du 7e BCA de Vars qui vont remplacer les hommes du 92e RI. Et après quelques jours de permission, ces militaires auvergnats vont partir en manœuvre dans l'est de la France. Invité de ce journal, le colonel Rémi Pellabeuf, chef de corps du 92e RI. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez commandé tout le dispositif dans l'ouest parisien. L'opération Sentinelle s'installe dans la durée. Comment éviter, lutter contre la routine? Alors vous l'avez vu déjà par les images qui ont été passées, il y a des phases où on continue à s'entraîner entre les patrouilles, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est toute une action du commandement qui rappelle les fondamentaux de la mission, rappelle comment on doit bien se comporter, et c'est une attention de tous les instants, et chacun y est sensibilisé en permanence. Les missions phares restent les opérations extérieures, les OPEX, comme vous dites, les interventions à l'étranger, comme au Sahel, en Irak ou aux Émirats Arabes Unis. Ça remonte à fin 2017, début 2018. Quels vont être les prochains déploiements à l'étranger? Alors, les prochains déploiements sont prévus dans ce qui est programmé environ dans un an. Où ça? Vous pouvez le dire? Alors, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, vous connaissez les théâtres sur lesquels l'armée française est déployée, et c'est là que nous sommes prévus d'aller. Quelles sont les missions dans lesquelles sont généralement engagés les soldats du 92e RI? Quel type d'action, en fait? Alors, les soldats du 92 sont engagés, comme les autres régiments d'infanterie, dans tous les types d'opérations, sans qu'il y ait de spécificité particulière. Ça peut entrer dans la lutte contre le terrorisme, de la coopération Exactement. Régionale? Oui, ça va. On a tout le panel, et c'est pour ça que nous avons besoin, entre deux opérations, celle de début d'année et les prochaines de l'an prochain, de poursuivre en permanence l'entraînement, d'autant plus que nous sommes engagés aussi sur le territoire national. Ça nécessite toute une phase de préparation opérationnelle. En quoi ça consiste précisément? Déjà, nous avons en permanence de nouvelles recrues. Donc il faut refaire de l'instruction initiale, comme nous l'appelons dans notre jargon, et puis il faut monter en puissance chacun des niveaux, jusqu'au niveau de la compagnie, jusqu'au niveau du régiment. Ensuite, il faut, c'est assez complexe aussi, nous entraîner avec ceux qui apportent d'autres effets sur le terrain. Nous sommes fantassins, nous combattons à pied, mais il y a des chars, il y a des canons et de l'artillerie. Voilà, toutes ces interactions à gérer et pour lesquelles il faut s'entraîner pour être fin prêt avant d'arriver sur un théâtre d'opération. Vous avez pris vos fonctions en juin dernier, pour 2 ans, le 29 juin, à la tête du 92e RI. Quelles vont être vos priorités? Alors, ma priorité, c'est évidemment de maintenir le haut niveau d'excellence opérationnelle du régiment par l'entraînement. Et puis, il y a d'autres axes auxquels nous devons faire attention, comme le fait que le soldat se sente bien au régiment, qu'il soit fier de ce qu'il est, que les familles trouvent leur équilibre. Et voilà, et nous avançons dans la direction sans jamais nous arrêter pour toujours améliorer le dispositif. Et merci Rémi Pellabeuf d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du 92e RI de Clermont-Ferrand. Je vous en prie. On reste dans le domaine de la sécurité avec ce salon destiné aux entreprises auvergnates. Comment se protéger contre la cybercriminalité? Une vingtaine d'exposants a été rassemblés aujourd'hui au stade Michelin à Clermont-Ferrand. L'occasion pour les entrepreneurs de s'informer sur les nouveaux risques et les dernières innovations. Reportage Valérie Mathieu, Julien Lanchasse. La cybercriminalité augmente. C'est aujourd'hui le secteur le plus rentable pour le grand banditisme. Faux ordres de virement, cryptage de données en échange de rançons, les hackers ne manquent pas d'idées et les arnaques évoluent en permanence. Les entreprises doivent prendre conscience de l'enjeu. Plus une entreprise digitalise ses process, plus on informatise la production d'une entreprise, plus l'enjeu cyber est important. Puisqu'économiquement, il y a un impact réel et on est sur un cercle vertueux quand on digitalise son entreprise dans lequel il faut intégrer la notion de sécurité. Le salon de la sécurité informatique est là pour alerter le monde économique. Toutes les entreprises peuvent être visées, de Michelin qui a perdu 1,6 million sur un faux ordre de virement à une TPE locale. 2 mots d'ordre pour lutter contre la cybercriminalité, vigilance et prévention.
Après l'affaire Michelin, localement, en octobre 2014, il y a eu une forte campagne de sensibilisation grâce à des conférences, à des plaquettes que nous avons diffusées largement aux entreprises. Et ça a permis aux entreprises auvergnates de ne pas se faire avoir pendant 2 ans. Alors qu'au niveau national, on était passé de 300 millions d'euros de préjudice à 585 millions d'euros pendant la même période. Depuis mai dernier, le règlement européen pour la protection des données, ou RGPD, impose de nouvelles règles aux entreprises. Elles ont dû réagir pour protéger leurs clients et leurs employés. L'exemple le plus simple, c'est peut-être juste le transfert des informations de paye auprès du cabinet comptable. Initialement, les transferts pouvaient se faire simplement par des échanges mails non cryptés, non sécurisés. Forcément, la RGPD nous a fait réfléchir un peu plus loin, essayer de mettre en place des systèmes adéquats. Pour se protéger, il faut anticiper les attaques. À Clermont-Ferrand, une école de cyberdéfense forme des hackers éthiques. Un métier d'avenir pour aider les entreprises à remporter cette guerre du net. On en vient au sommet de l'élevage qui se poursuit à la Grande Halle d'Auvergne. Une journée marquée par la visite du ministre de l'Agriculture ce matin. Fabien Gandillon, bonsoir. Quel a été l'accueil réservé par les éleveurs à Stéphane Travert ? Eh bien, un accueil chahuté, mais pas trop. C'était évidemment la visite la plus attendue de ce sommet. Stéphane Travert a passé une bonne partie de la journée dans les allées. Élodie Monnier et René Thévenot l'ont suivi. Donc on va sur le ring. Stéphane Travert, prêt à se confronter aux attentes pressantes des agriculteurs. Dans les allées du sommet, la visite est appréciée. C'est important qu'ils viennent, oui, aujourd'hui, pour reconnaître le monde agricole et voir comment il est aujourd'hui. La conjoncture est compliquée actuellement aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident. Il nous faut des solutions très très concrètes et c'est un peu votre travail. Avec la sécheresse comme préoccupation majeure, les agriculteurs ne se sentent pas écoutés. Ils veulent des lois et une intervention forte de l'État. Aujourd'hui, c'est que le ministre annonce clairement des mesures pour la sécheresse, pour aider les trésoreries des éleveurs à acheter des fourrages, de façon à ce qu'ils ne capitalisent pas leurs troupeaux et qu'ils ne vendent pas leurs animaux par précipitation. Et la deuxième chose, c'est que sur les états généraux de l'alimentation, on est clairement une loi qui nous permette de mettre à l'index la grande distribution qui ne joue pas le jeu des produits alimentaires, un prix rémunérateur pour les producteurs. Concernant la grande distribution, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation demande à tous un effort. Quand j'entends certains distributeurs nous accuser de vouloir augmenter les prix, eh bien moi je dis que ce n'est pas l'État qui fixe les prix dans les magasins. Ce n'est pas l'État qui fixe les prix dans la grande distribution. Nous demandons aux distributeurs de baisser leurs marges et de mieux acheter les produits agricoles de manière à ce que les agriculteurs ne vendent plus à perte leur production. Des mesures concernant la sécheresse ont été annoncées, comme l'exonération de taxes, le report de cotisations MSA, ainsi que des avances sur les aides PAC. Sébastien Gardette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Est-ce que les propos du ministre vous ont convaincu ? Écoutez, on est un peu resté sur notre faim, et c'est pas nous, Chambre d'agriculture, mais en tout cas au nom des agriculteurs, on attendait davantage d'annonces pour traiter l'urgence. L'urgence, c'est la situation climatique, avec une certaine détresse qui commence à monter dans les campagnes. Il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'il n'y a rien de vert et qu'on est déjà début octobre et que aujourd'hui les éleveurs, ils ont besoin de fourrage, ils ont besoin de moyens pour acheter ces fourrages et ils ont besoin de moyens aussi pour vendre leurs animaux dans de bonnes conditions. Donc c'est une vraie source d'inquiétude aujourd'hui pour ces éleveurs. On a entendu qu'il y avait aussi des demandes fortes sur les prix pour que ces prix collent à vos coûts de revient. Est-ce que là, vous avez eu des avancées ? Là non plus, on attend beaucoup plus de fermeté. Il va y avoir des négociations dans les semaines à venir sur le sujet des prix agricoles et d'autant plus aujourd'hui avec une augmentation des coûts de production liés à la sécheresse puisque le prix du blé ou des fourrages est en forte augmentation. Donc on a besoin justement d'augmenter ces prix de vente pour pouvoir que les agriculteurs puissent acheter des produits et en vivre dignement. Du coup, on peut dire que c'est une semi-déception ? On est un petit peu déçus, oui, effectivement, des annonces et des non-annonces, en fait, parce qu'on nous renvoie à plus tard, notamment sur le sujet des calamités agricoles. On nous dit il faut attendre, et l'urgence, c'est aujourd'hui, quoi. Donc il faut prendre les devants assez tôt pour pouvoir anticiper de façon sereine. Merci Sébastien Gardette. Merci. Il n'y a pas que le ministre de l'Agriculture qui est venu au sommet de l'élevage. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, était lui aussi sur cette grande halle pour représenter le
le gouvernement. Le président de région Laurent Wauquiez doit être en ce moment du côté du ring des vaches salaires. Des politiques sont également venus d'autres pays, notamment le ministre de l'Agriculture turc. Il a visité une exploitation à côté de Romagna, c'est à quelques kilomètres d'ici. On l'écoute. Au sommet, ce qui m'a intéressé, c'est la préservation des races bovines rustiques et surtout leur rendement. Concernant la coopération franco-turque, je vois une nette amélioration en matière de technique. Nos échanges bilatéraux se sont renforcés, surtout en faveur du commerce extérieur. Le sommet, c'est aussi l'occasion de voir toutes les générations d'éleveurs. Christian Darneville et Lydie Rib sont allés rencontrer la future génération, les jeunes. Les outils sont multiples, mais la tâche est unique, aider au nettoyage des allées du sommet de l'élevage. Ils s'appellent Quentin, Morgane, Antoine ou Amélie et ils n'ont qu'une mission, la propreté. Faut bien quelqu'un qui le fasse de toute façon. On cure, on nettoie pour que les allées soient bien propres, on repaille. Ces jeunes gens préparent un bac professionnel ou un BTS. 4 établissements scolaires de la région participent à l'opération cette année. Un moyen pour les élèves de côtoyer des professionnels. Amélie en est à sa 2e participation. On peut rencontrer les éleveurs, on peut discuter avec eux, ils peuvent nous expliquer leur élevage, tout ça. C'est une pratique professionnelle en plus qu'on n'apprend pas forcément au lycée, en salle de cours. Ce passage au sommet de l'élevage est également l'occasion pour ces élèves d'appréhender la réalité des professions agricoles au contact de ceux qui les exercent au quotidien. De quoi remettre en question leur choix ou au contraire les rassurer sur leur avenir. C'est vraiment quelque chose de fort quoi, qu'on peut pas s'enlever quoi. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien quoi. C'est quelque chose qui plaît quoi. Faut que ça soit une passion pour se lancer dedans quoi. Sinon c'est pas la peine je pense. La plupart, on est né là-dedans et c'est vraiment la passion, quoi. La passion du métier, et outre les problèmes actuels. Les élèves sont au sommet 10 heures par jour. Ils sont rémunérés pour leur travail. L'argent leur permet de partir en voyage d'études à la fin de l'année. Demain, ce sera le 3e et dernier jour de cette 27e édition du sommet de l'élevage. Rendez-vous demain dans nos éditions pour des pages spéciales. On suivra notamment la délégation vietnamienne. On essaiera aussi de faire un premier bilan de cette édition. Rendez-vous donc demain dans nos éditions. Merci Fabien, effectivement, on vous retrouve demain dès midi pour le dernier jour de ce sommet de l'élevage. Mais tout de suite, l'information nationale. Au sommaire, ce témoignage exclusif, celui du patron de la BRI qui a participé à l'arrestation de Redouane Faïd hier, après 3 mois de cavale. Comment le roi de l'évasion a-t-il été repéré? Dans quelles conditions s'est déroulée son interpellation? Et puis les radars, plus que jamais un jackpot pour l'État. L'an prochain, ils rapporteront plus d'1 milliard, une hausse importante due en partie à la limitation de vitesse à 80 km/h. Voilà, ces informations seront développées dans quelques instants. Demain et durant tout le week-end, vous serez en compagnie d'Alexandre Rosga. Très belle soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr.